Cet entretien entre Jeannette Zwijenberger, qui est historienne de l'art, qui a fait sa thèse sur Holbein le Jeune et qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est anamorphose et qui a été le commissaire d'exposition également, et qui avait fait cette exposition à la Fondation Hippocrate sur la plasticité du langage il y a un an, au mois de septembre, et qui avait invité Eva à la Fondation Hippocrate. Et donc Eva, qui est grecque et qui vit en France depuis une vingtaine d'années, qui avait fait une première exposition à la galerie qui s'appelait Méta, du même auteur, et qui s'était intéressée au texte et qui avait créé des objets hybrides à partir de livres. Elle a donc continué sa recherche sur le texte et elle s'est intéressée aux mathématiques. Et donc aujourd'hui on va aborder quatre thèmes, je pense. Donc le rapport de la suite des nombres premiers avec cette suite qu'elle a commencé dans son île en Grèce cet été, et avec la notion d'espace-temps, comment les chiffres en fait sont une succession sans fin avec cette suite de nombres premiers. Alors, je pense que vous allez aborder aussi le rapport entre le langage alphabétique et le langage mathématique. Et puis le thème aussi de la beauté et de l'attrait esthétique des mathématiques, et également la matière noire, qui est le matériau de prédilection d'Eva, qui est ce caoutchouc industriel, et le contraste entre le poids et l'opacité de cette matière, et la façon dont Eva le traite, et avec la finesse de ses gravures dans ce matériau. Donc je vais laisser la parole peut-être à Jeannette. Je suis très heureuse de pouvoir continuer notre dialogue qui a commencé l'année dernière pour l'exposition de la plasticité du langage, plasticité dans le sens que le langage est quelque chose de plastique qui se forme, qui est dynamique, qui, comme on voit ici, nous avons exposé les livres, toute une installation des livres d'Eva, puis nous avons continuité avec des site-specific space pieces à Andros avec d'autres artistes. Et c'était comme une sorte d'écriture dans le temps et l'espace. Concentrons-nous sur le travail d'Eva. Il y a ce parcours des lettres premières que tu traces ici au sol. À Andros, c'était aussi un mur sur les arbres. Tu peux nous expliquer, nous dire plus? Oui, je vais expliquer pourquoi la suite du nombre premier. Parce que ce n'est pas la théorie mathématique qui m'intéresse, c'est la notion de la continuité de la succession dans le temps qu'elle contient. Et comme on est parti cet été pour un événement qui a été réalisé pour une première fois, je pensais d'introduire dans mon travail une notion que je n'avais pas travaillée avant, et de développer cette idée comme une matière mentale que je pouvais faire voyager et développer dans l'espace. Voilà. Et c'est une suite qui a commencé cet été dans l'espace. Ça veut dire qu'elle a été inscrite dans le paysage et qu'elle continue. Elle s'est arrêtée dans les paysages, elle continue, et elle va continuer dans d'autres paysages, dans cette notion de la continuité qu'elle contient, et que me permet de la voir comme une matière mentale que je peux défiler comme un fil, n'importe quel temps, dans n'importe quel lieu. Ce qui me semble essentiel qu'en Grèce, tu les avais écrits avec de la chaux blanche. N'est-ce pas? Donc toutes les matières, c'était ton idée, puisque c'était ton lieu où tu nous avais invités, c'était de travailler sur une matière de là-bas.
Oui, bah, le dispositif que j'utilise, c'est toujours le plus simple. Et cette pensée, c'est d'aller... Moi, ce qui m'est devenu évident en Grèce, c'est que c'est des matières élémentaires, comme la chaux, où on entoure les arbres avec un cercle blanc, et aussi cette frontière entre le blanc, la lumière, et l'ombre, le noir, qu'on trouve également dans ton œuvre. Dans la succession des nombres, ce qui est important également, lorsqu'on les voyait défiler dans l'espace naturel à Andros, c'est, comme tu disais, le nombre ici est devenu quelque chose dans notre ère numérique qui s'est autonomisé. Et qu'en Grèce, le nombre, de voir comme ça défiler le nombre dans un paysage, nous ramène à une pensée antique. Est-ce que tu peux nous dire plus là-dessus? Oui, c'est vrai que j'ai découvert d'autres dimensions qui sont liées aux chiffres et aux numéros, et surtout avec des questions qui m'ont été posées sur place. Les gens ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un est venu défiler et écrire des nombres dans la nature. Et finalement, quand je donnais une des dimensions et une des lectures qu'on peut faire aujourd'hui au nombre, tout en disant que dans un pays où la crise économique est telle qu'ils entendent tout le temps parler des chiffres qui correspondent à rien, et je leur disais que ces nombres-là, ils montrent le côté irréel, surréaliste des chiffres quand ils n'ont plus de valeur arithmétique. Le paradoxe avec les chiffres aujourd'hui, c'est que les chiffres sont devenus un instrument de domination et ce qui n'était pas auparavant, c'était un instrument de compréhension de la nature et du monde qui nous entourait. À partir de Pythagore, vous disiez tout un nombre, ou Galilée qui disait que la nature est écrite dans une langue mathématique. Et la langue mathématique, c'est les cycles de la Lune, la Terre, le Soleil, tout ça. Et le mari donc va moins en Grèce, mais quand même... Notre vie est gérée par des chiffres, par un langage mathématique dont on n'est pas conscient au quotidien. Et surtout que l'appréhension de la nature, elle ne pourrait pas être appréhendée autrement que par les chiffres. Les chiffres, c'est un instrument qui nous a permis d'appréhender et comprendre la nature. La mécanique terrestre et céleste, ça passe par des chiffres, par des nombres. En arithmétique, tous les progrès qu'ont fait les mathématiciens, c'est pour essayer de comprendre comment sont répartis ces nombres premiers. Et ça fait faire des progrès fantastiques en mathématiques. Et il y a plein de théories qui ont été construites pour essayer de comprendre ça. Et c'est toujours ouvert. On ne sait toujours pas... Donc, ouais, non, t'as pris le truc le plus mystérieux, qui fait le plus rêver. Tu fais du maths, tu es un mathématicien et tu trouves ça fascinant. Oui. Imagine-moi. Là, oui, mais... quand j'ai commencé à lire là-dessus, c'est une source d'inspiration. Mais tu te rends pas compte le nombre de... Si, je me suis rendu compte, une fois que j'avais commencé, je commençais à avoir de plus en plus d'informations. Il y a quand même des lois sur la répartition, je crois. Hein. Voilà, il y a des lois, mais bon, on a quand même... Parce qu'il y a plusieurs suites, c'est pas seulement la suite du nombre premier, il y a d'autres suites sur d'autres calculs. Sans doute, oui. Moi, ce que j'avais lu qui était fascinant, c'est que le dispositif il est très limité, les chiffres, mais les calculs sont tellement sophistiqués. Ah oui. Et le dernier chiffre, c'est de 17 millions. Ah oui, non, on a toujours essayé de trouver une formule magique qui donnerait toute la suite des nombres premiers. Ça n'a jamais marché. Mais il y a quand même, des formules, on a l'impression que c'est des nombres premiers, puis on découvre que pour n égale 100 000, ça ne marche pas, que c'est finalement pas un nombre premier. Enfin, et donc tout ça, ça fait progresser les mathématiques, hein, c'est sûr. Et il y a aussi un côté, une autre dimension que tu me mets en relation, je pense en étant qu'artiste, avec les scientifiques. Il y a la passion qui est derrière. Ah oui. Là, je me retrouve complètement. Avec, j'ai aucune forme, je ne sais pas, mais je m'imagine qu'il y a un scientifique pour travailler. Enfin, la science, il cherche quoi? La vérité, si on dit. Oui, mais elle résiste. Et nous, on cherche la beauté. Hein? C'est platonicien, bon, bref. Mais finalement,
la finalité, si tu veux, peut être différente, mais le début, il y a la passion qui est derrière. Ah, tout à fait, oui. Hein? Mais si vous voulez, c'est pas mon domaine, hein, l'arithmétique, mais c'est vrai que même si c'est pas mon domaine, ça me fait beaucoup rêver. Je rêverais d'être, de me mettre à ça, mais pour être compétent là-dedans, c'est 10 ans. Il faudrait 10 ans, 20 ans pour Oui. de me plonger là-dedans pour comprendre. Un discours qui va vers la vérité, vers l'utilité, vers le fonctionnel de la chose. C'est pas la même approche que moi. Tu vois, moi, la finitude d'un artiste, c'est plutôt vers l'esthétique, on va vers la beauté. C'est les formes qui m'attirent, la diversité dans l'unité, si tu veux. Parce que, si tu veux, les formes, elles sont tout le temps différentes. On a une danse, mais il y a quand même une suite, il y a une unité. Et chaque fois, la forme change. On a complètement une autre forme. Quand j'étais en train d'écrire, on a les 487, et si on avait 847. Ouais. Tu vois la forme, esthétiquement, voilà. Mais toi, tu ne le vois pas. Moi, je vois mon côté esthétique et toi, tu vois ton côté fonctionnel. Et on avait parlé beaucoup sur ces rapports avec art et sciences, avec Christelle, qui est ingénieure. Mais ce qui me semble important dans ton travail, c'est que tu nous donnes à réfléchir sur la construction des mondes, à travers des formes qui sont élémentaires. Et tu fais toucher quelque chose, donc on le sent, on sent les formes là, et justement, comme tu dis, dans la beauté. Ce qui me semble important à souligner, c'est cette élasticité de la matière, et cette dichotomie chez toi entre l'ombre, le noir, la densité, la matière et le blanc. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être maintenant les livres, tes livres qui, moi, m'évoquent ces livres pris entre deux plaques de caoutchouc. On ne sait d'abord pas quelle est cette matière. Alors on se dit peut-être c'est du cuir, qu'est-ce que c'est? C'est quelle... Elle me rappelle plutôt une matière ancienne. Donc après, tu m'as appris que c'est du caoutchouc. Et aussi la manière dont tu couds, dont c'est cousu, ces deux plaques de caoutchouc, n'est-ce pas? Tu peux nous en dire plus sur la fabrication? Comment je fais les livres? Bon, avant tout, c'était un travail sur les textes. Hein. Ça, on avait parlé beaucoup l'autre fois. C'est les textes qui m'intéressaient. Bon, une fois que j'avais choisi un texte, enfin les textes du récit. Oui, mais tu m'as expliqué en fait que tu achetais souvent tes livres, ce sont des livres anciens, n'est-ce pas? Des livres, oui. En évidence qu'on s'inscrit dans un héritage, dans une tradition, des nombres premiers, ou ici un texte que tu t'appropries, mais aussi, ce qui me semble important, que tu découpes les mots et tu nous donnes ta lecture dans ce texte et qui a en même temps une forme géométrique, comme tu nous as dit, n'est-ce pas? On le voit dans les résultats, oui. Je crois que la géométrie est présente dans tout mon travail. Est-ce que parfois il y a des repentirs? Si. Et alors, comment ça se passe? C'est-à-dire un mot que tu aurais voulu enlever ou rajouter ou... Oui, c'est détruit les livres, je ne peux plus faire marche arrière. C'est presque le même procédé qu'elle a. Ouais. Il y en a 2-3 que je laissais tomber. Mais d'ailleurs, on est un peu frustré parce qu'on imagine qu'il y a plein de mots et tu nous les caches. Quoi. Oui, c'est une frustration qui était la mienne aussi, parce que je suis tombée sur des textes qui étaient très beaux. Et c'est vrai que je n'avais pas le temps de lire tous les livres. J'ai ouvert chaque fois une page au hasard. Et souvent, sur la page suivante, j'avais des choses très intéressantes. Mais je ne savais pas entre les deux lesquels. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps de préparation sur les textes que sur la réalisation, une fois que c'était cité. Parce que tout le travail était fait avant de prendre ma décision que c'est fini. Voilà, c'est ça. D'accord, mais après, quand tu couds, j'imagine que c'est aussi une méditation sur ce que ça va donner finalement, sur le texte que tu as choisi. Oui, je l'ai Parce que ça prend combien de temps pour coudre le livre? Ça doit être long, non? Non, le plus long, c'est le travail sur les textes. Ça peut me prendre deux fois. C'est un seul coup que bon, je dis bon, c'est ça. Des fois, il y a des livres que j'ai travaillé 2 mois, 3 mois, j'ai repris.
j'ai effacé, je l'ai pris dès le début. C'est comme une écriture finalement. Oui, Mais tout bien simplement, ce ne sont pas mes propres mots. Moi, je n'invente rien. Non, je n'invente rien. Je choisis dans les récits de quelqu'un d'autre. Dans l'imagination de quelqu'un. Les récits, il est donné, les phrases sont données, les mots sont donnés. Oui, mais tu en donnes un autre de récit quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Et finalement, là, je me suis rendu Mais compte tu crées une qu'on écriture à parle travers tous la même l'écriture. langue. Voilà. Ils ont dit avec les mêmes mots autre chose, et moi, j'ai dit autre chose. Et Anne, c'est très important ce que tu viens de souligner, c'est cette matérialité de l'œuvre d'Eva, et aussi cette opacité, justement, qu'il y a dans cette opacité, qu'il y a des choses, comme vous avez dit aussi, qu'on ne saura pas lire. Parce que Il y a ouverture et Il y fermeture, a la c'est comme une frustration. fermeture éclair d'une certaine manière. Ouais. Et quand c'est fermé, mais il y a l'ouverture. Mais il y a cette frustration-là dont on parlait tout à l'heure, parce qu'à l'exposition, j'avais présenté les livres sur une table, et tout le monde tenait le livre et essayait de l'ouvrir. Tu vois, c'est le réflexe d'ouvrir un livre, c'est ce qui est normal. D'ailleurs, moi aussi, je fais la même chose. Et là, ça crée une frustration. C'est vrai que je crois que j'ai exercé une violence sur les livres, mais c'était des livres qui étaient dédiés à la catastrophe, enfin à la destruction. Ils allaient être détruits. C'est en même temps Je dirais pas violence, un au acte contraire. vers la mémoire, parce que ceux-là, ils sont sauvés. Au contraire. Non. Une frustration quand même. Ouais. Mais il y a une frustration dans tout mon travail, je crois. Les noirs aussi. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup.